Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de famille génératrice dans un espace vectoriel. Donc, comme toujours, on va se placer dans un espace vectoriel E. Qu'est-ce qu'on appelle une famille génératrice de vecteurs de E? Donc déjà, ça va être une famille de vecteurs de E. Une famille de vecteurs V1 jusqu'à, mettons, VP. On va dire qu'elle est génératrice si elle engendre E, sans grande surprise. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si et seulement si, tout vecteur V de E, vous allez pouvoir l'écrire comme combinaison linéaire de V1, V2, patati patata, jusqu'à VP. Autrement dit, pour tout V dans E, il existe des scalaires, lambda 1 jusqu'à lambda P, tels que V soit égal à lambda 1 V1, plus lambda 2 V2, plus patati patata, jusqu'à lambda P VP. Autrement dit, V est une combinaison linéaire des VI. Ça revient à dire, si vous vous rappelez de la vidéo précédente, que le sous-espace vectoriel engendré par la famille V1 patati patata jusqu'à VP, c'est égal à E tout entier. C'est ce qu'on appelle une famille génératrice de E. Donc, un exemple simple dans R2. Je vais prendre les vecteurs V1, c'est le vecteur 1, 0. V2, c'est le vecteur 0, 1. Alors V1, V2, c'est une famille génératrice. Pourquoi? Parce que si je prends n'importe quel vecteur de R2, que je vais appeler XY, alors, pardon, je vais plutôt les écrire en colonne. On va voir pourquoi, c'est beaucoup plus pratique. XY, je peux l'écrire comme X 0 plus 0 Y. Autrement dit, je peux l'écrire comme X fois le vecteur V1 plus Y fois le vecteur V2. Et X et Y sont des scalaires, donc X fois 1, 0 plus Y fois 0, 1, c'est un vecteur de V1, V2. Et inversement, V1 et V2 sont eux-mêmes des vecteurs de R2, donc vect V1, V2, il est bien sûr inclus dans R2. Donc voilà, un exemple plutôt facile. Voyons-en un deuxième pour la route. Donc toujours dans R2, je vais garder V1, c'est le vecteur toujours 1, 0. V2, je vais garder le vecteur 0, 1. Et V3, c'est le vecteur 1, 2. Et V1, V2, V3, c'est aussi une famille génératrice. Pourquoi? Parce que du coup, si je prends un XY quelconque dans R2, XY, je peux l'écrire, comme tout à l'heure, sous la forme X fois V1 plus Y fois V2 plus 0 fois V3. J'ai le droit de faire ça, après tout. C'est vrai, ce que j'ai écrit là. Or,
x fois v1 plus y fois v2 plus 0 fois v3, ça appartient à l'espace vectoriel engendré par v1, v2, v3. Et évidemment, vect v1, v2, v3, c'est un sous-espace vectoriel de R2, il est inclus dans R2. Donc vect v1, v2, v3 égale R2. Et donc si vous extrapolez un peu le raisonnement qu'on vient de faire ici, en fait vous voyez que si vous avez une famille qui est déjà génératrice, comme ici on savait déjà que v1 et v2 étaient génératrices, et que vous ajoutez des vecteurs en plus, bah la nouvelle famille avec encore plus de vecteurs, elle est toujours génératrice. Famille génératrice, ça a tendance à être des grosses familles. Une autre remarque, donc la première remarque c'est celle-là, si on ajoute des vecteurs à une famille génératrice, on obtient à nouveau une famille génératrice. Et la deuxième remarque, c'est que ici, on aurait aussi pu écrire xy sous la forme 0 fois v1 plus y moins 2x fois v2 plus x fois v3. Donc je vous laisse vérifier que ça donne aussi xy. 0 fois 1, 0, plus y moins 2x fois 0, 1, plus x fois 1, 2, ça donne bien xy. Donc il n'y a pas unicité de la façon d'écrire un vecteur quelconque, il n'y a pas forcément unicité de la façon de décomposer un vecteur dans la famille v1, v2, v3. On y reviendra notamment quand on parlera de famille libre et de base. Gardez donc ça dans un coin de votre tête. Quelle est donc la méthode pour montrer qu'une famille quelconque de vecteurs de Rn, on va se contenter cette fois d'étudier des familles dans Rn, est génératrice ou pas? Donc, méthode pour vérifier qu'une famille de vecteurs, V1 patati patata jusqu'à Vp dans Rn, comment on fait ça? On prend un vecteur x quelconque dans Rn, ça veut dire que x, il va s'écrire x1 patati patata jusqu'à xn, je sais pas qui c'est, x1 patati patata jusqu'à xn. On prend un vecteur quelconque de Rn. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas des xi spécifiques. On en prend un quelconque. Et on cherche à déterminer s'il existe des scalaires lambda 1 patati patata jusqu'à lambda p, tel que x soit égal à lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 patati patata plus lambda p vp. Donc ça, c'est jamais que la définition. Comment fait-on ça? Bah, puisque vi, c'est un vecteur de Rn, je peux l'écrire sous la forme AI1, il a des coordonnées. AI1 jusqu'à AIN. VI, c'est un vecteur de Rn. Du coup, ceci, x égale lambda 1 v1 plus patati patata plus lambda pvp. Si j'écris les vecteurs en colonne, ça me dit que x1, xn, c'est égal à lambda 1 fois le vecteur, donc les coordonnées de v1 c'est a11, a12, patati patata, jusqu'à a1n avec mes notations, plus lambda 2 fois le vecteur v2, v2 avec mes notations c'est a21, etc., etc., jusqu'à a2n,
etc., etc., plus lambda p fois le vecteur vp, que si je l'écris en coordonnées, on a dit que ça me donnait ap1 jusqu'à apn. Et ça, en fait, donc si je réunis tout cela dans un seul vecteur, ça me donne le vecteur, la première coordonnée, ça va être lambda 1 A11, plus lambda 2 A12, A21, pardon, patati patata, jusqu'à lambda P AP1, j'ai plus trop de place. Je peux écrire toutes les coordonnées comme ça. La dernière, ça va être lambda 1 A1n, plus lambda 2 A2n, etc., jusqu'à lambda P APN. Toc. Autrement dit, ces deux vecteurs sont égaux, donc ça me donne lambda 1 A11 plus lambda 2 A21 plus etc. jusqu'à lambda P AP1 est égal à x1. Lambda 1 A21, pardon, lambda 1 A12 plus lambda 2 A22, etc. va me donner x2, etc., etc. jusqu'à lambda 1 A1n plus lambda 2 A2n plus etc. plus lambda p APN égale xn. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a obtenu un système linéaire à p inconnus et n équations. Donc j'obtiens un système linéaire d'inconnus lambda 1 jusqu'à lambda p. Donc vous vous rappelez, ce qu'on cherche à déterminer, c'est est-ce qu'il existe des lambda 1, lambda p qui vérifient ça. Bah, pour déterminer ça, il va falloir résoudre le système. Et vous vous rappelez peut-être qu'un système linéaire, il y a trois possibilités. Soit il a aucune solution, soit il a une solution unique, soit il a une infinité de solutions. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il en a ou s'il en a pas. Donc si ce système a au moins une solution, donc soit une unique, soit une infinité, si le système a au moins une solution, quel que soit x1, x2, patati patata, xn, alors du coup, ça veut dire qu'il existe bel et bien lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda p, tel que x égale lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda p vp, quelles que soient les coordonnées de x. Oups. Donc, dans ce cas, la famille est génératrice. Merci. Sauvé. Merci. Si le système n'a pas de solution, donc vous vous rappelez que c'est possible en échelonnant un système de tomber sur des lignes contradictoires, si le système n'a pas de solution, la famille n'est pas génératrice. Donc on va voir ça sur un exemple que je vais tirer de l'exercice 2 de la feuille de TD d'algèbre linéaire 2. Donc on va se placer dans R3 et on va considérer
les vecteurs 1, moins 1, 0, moins 1, pardon, 3, moins 1, 1, 1, moins 1, et 0, 0, moins 3. Donc on se place dans R3. La première chose qu'on va montrer, c'est que la famille U1, U2, U3 n'est pas génératrice. Comment on va montrer ça? On va suivre la méthode. Donc on va prendre un vecteur quelconque de R3. On va l'appeler x, y, z. Et on se demande s'il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que x, y, z est égal à lambda 1, U1, plus lambda 2, U2, plus lambda 3, U3. Donc ce qu'on veut déterminer, c'est s'il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que le vecteur x, y, z soit égal à lambda 1, U1, plus lambda 2, U2, plus lambda 3, U3, c'est-à-dire lambda 1 fois 1 moins 1, 0, plus lambda 2 fois moins 1, 3, moins 1, plus lambda 3 fois 1, 1, moins 1, ou encore, si il existe lambda 1, lambda 2 et lambda 3, tel que x, y, z soit égal à lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3, moins lambda 1 plus 3 lambda 2 plus lambda 3, et moins lambda 2, moins lambda 3. 0 fois lambda 1, moins lambda 2, moins lambda 3. Autrement dit, ce qu'on veut savoir, c'est si le système linéaire suivant a des solutions. Notre système, ses inconnus, c'est lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et le second membre, c'est x, y, z. Et la question, c'est a-t-il ou pas des solutions? Donc pour faire ça, on va utiliser la méthode du pivot de Gauss. Donc je vais réécrire mon système ici. Lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 égale x. Moins lambda 1 plus 3 lambda 2 plus lambda 3 égale y. Et moins lambda 2 moins lambda 3 égale 7. Ça, c'est le système qu'on doit étudier. On va le faire par la méthode du pivot de Gauss. Donc vous vous rappelez, je vais utiliser la première ligne pour éliminer les lambda 1 sur les deux suivantes. Autrement dit, ici, je vais faire l'opération élémentaire. L2 devient L2 plus L1. Je ne touche pas à L3 parce qu'il n'y a déjà pas de lambda 1 sur L3. Donc j'obtiens lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 égale x. La première ligne ne bouge pas.
La deuxième, je l'ai remplacée par la somme des deux premières, donc on voit que ça me fait 2 lambda 2 plus 2 lambda 3 égale x plus y. Et la dernière, moins lambda 2 moins lambda 3 égale z. Très bien. Maintenant, je vais me servir de la deuxième ligne pour éliminer les lambda 2 sur la troisième. Donc maintenant, je fais la troisième ligne, je la remplace par L3 plus 1 demi de L1. De L2, pardon. De L2. Ce qui va me permettre de me débarrasser des lambda 2 ici, là. En fait, ça va me permettre de me débarrasser de beaucoup plus que des lambda 2, puisque ce que je vois en faisant cette opération, donc la première ligne, elle bouge pas, égale x, 2 lambda 2 plus 2 lambda 3 égale x plus y. Et donc, si je fais L3 plus 1 demi de L2, je vois que j'obtiens 0 égale z plus 1 demi de x plus y. Ok. Et là, du coup, ce que j'observe, c'est que ce système n'a pas de solution, sauf si x, y et z vérifient cette équation. Donc c'est pas vrai que pour tout x, y, z, ce système a une solution. Donc sauf si x plus y sur 2 plus z égale 0, c'est pas vrai qu'il existe lambda 1, lambda 2 et lambda 3, tels que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 égale x, y, z. C'est pas vrai pour tous les x, y, z, c'est seulement vrai pour ceux qui vérifient cette équation. Autrement dit, la famille n'est pas génératrice. Parce qu'on n'a pas une solution, quel que soit x, y, z, on a une condition sur x, y, z pour que ça marche. Donc la famille n'est pas génératrice. Elle ne peut pas engendrer tout l'espace vectoriel R3, elle peut seulement engendrer les vecteurs tels que x, y et z vérifient cette équation. Du coup, en fait, cette équation, c'est l'équation de l'espace vectoriel engendré par U1, U2 et U3. Et du coup, c'est pas R3 tout entier. Donc la famille U1, U2, U3, elle n'est pas génératrice. J'espère que cet exemple vous montre un peu comment ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que par contre, la famille U1, U2, U3, U4, donc si je rajoute le vecteur U4, cette famille-là, par contre, est génératrice. Donc, deuxième partie de l'exemple. U1, U2, U3, U4. Cette famille-là, par contre, est génératrice. En effet, donc on va recommencer. On prend un vecteur x, y, z dans R3, on est toujours dans R3, on n'a pas changé d'espace vectoriel entre-temps. On veut déterminer s'il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, ou plutôt je vais les appeler A, B, C, D, ce sera moins lourd. Donc on veut savoir s'il existe 4 scalaires A, B, C, D,
tels que x, y, z soit égal à a u1 plus b u2 plus c u3 plus d u4. C'est-à-dire a fois le vecteur, on a dit 1, moins 1, 0, plus b fois le vecteur moins 1, 3, moins 1, plus c fois le vecteur u3, donc 1, 1, moins 1, plus d fois le vecteur u4, c'est-à-dire 0, 0, moins 3. Autrement dit, ce qu'on veut savoir, c'est si le système suivant a des solutions ou pas. Donc le système, il est donné en écrivant première coordonnée, ici ça va me donner a moins b plus c plus d fois 0. Donc a moins b plus c égale x. Deuxième coordonnée, ça me donne moins a plus 3b plus c plus 0 fois d égale y. Et enfin, dernière coordonnée, je vais avoir 0 fois a moins b moins c moins 3d égale z. Et on veut savoir si ce système a 4 équations et a 4 inconnues et 3 équations, a des solutions ou pas. Or, ce système, donc je vais le réécrire ici, a moins b plus c égale x, moins a plus 3b plus c égale y, moins b moins c moins 3d égale z. Donc je refais mon pivot de Gauss, hein. Comme précédemment, pour éliminer la première variable, c'est-à-dire le a sur la ligne 2, je vais faire L2 devient L2 plus L1, ce qui me donne, ça ressemble beaucoup au système précédent, hein, ce qui n'est pas un hasard, puisqu'on a gardé les mêmes vecteurs, on a juste ajouté un. J'obtiens à nouveau 2b plus 2c égale y, moins b moins c, moins 3d égale z. À nouveau, je veux éliminer les b sur la dernière ligne, toujours dans l'optique d'appliquer le pivot de Gauss, donc je fais comme précédemment l'opération L3 que je remplace par L3 plus 1 demi de L2, et là je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Comme j'ai sommé L1 et L2 ici, c'est pas Y, là c'est X plus Y bien sûr. Autant pour moi. Donc si je fais ça, j'obtiens donc A moins B plus C égale X. 2B plus 2C égale X plus Y. Et donc si je soustrais la moitié de la deuxième, si j'ajoute la moitié de la deuxième ligne à la troisième, je vois que les B et C vont disparaître. Il reste seulement moins 3D. Égale Z plus X plus Y sur 2. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant, sauf que maintenant on a D en bas et pas 0. On a moins 3D. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que le système, qui est maintenant échelonné, celui-là, par contre, il a bel et bien des solutions. Puisque du coup, je vais pouvoir écrire D égale à... Donc ici, j'ai 2Z plus X plus Y sur 2. Et si je divise par moins 3, j'obtiens moins 2X plus X... 2Z, oh là là, pardon. 2Z plus X plus Y sur 2, sur 6. J'ai divisé par 3. Et maintenant, si je remonte, je vois que ici, C va être une inconnue libre. Donc je vais pouvoir écrire B, C. Je vais pouvoir l'écrire en fonction de C. Ça va me donner X plus Y sur 2 moins C. Et enfin, il me reste plus trop de place. A, ça va être égal à X plus B moins C.
Autrement dit, je vais avoir x plus y sur 2 à moins 2c, ce qui me fait 3x plus y sur 2 moins 2c. Donc ici, c est une inconnue libre. Autrement dit, l'ensemble des solutions du système c'est tous les triplets A, B et C de la forme 3x plus y sur 2. Pardon, c'est l'ensemble de tous les A, B, C, D de la forme 3x plus y sur 2 moins 2c. X plus y sur 2 moins c. Et 2z moins x moins y sur 6. Ici, il y a C aussi. Oh là, je suis vraiment désolé. Hop là. Et C, il vit dans R. Donc ici, l'ensemble des quadruplets qui sont solutions de ce système, ce sont tous les quadruplets de la forme 3x plus y sur 2 moins 2c, x plus y sur 2 moins c, c, et le dernier, 2z moins x moins y sur 6. Donc pour chaque choix de réel c, on obtient une solution. Par exemple, si je prends c égale 0, tout simplement, j'obtiens que 3x plus y sur 2, x plus y sur 2, 0, 2z moins x moins y sur 6, et solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x, y, z, il est égal à 3x plus y sur 2 fois U1, vous vous rappelez, A, B, C, D, c'était les scalaires tels que x, y, z égale AU1 plus BU2 plus C, U3 plus DU4. Donc ici, ce que ça me dit, c'est que x, y, z, je peux l'écrire comme 3x plus y sur 2 U1 plus x plus y sur 2 U2 plus 0 fois U3 plus 2z moins x moins y sur 6 fois U4. Donc il appartient, autrement dit, à l'espace vectoriel engendré par U1, U2, U3, U4. Et vous voyez que ça c'est vrai pour tout x, y, z dans R3. Pour tout x, y, z dans R3, il existe ABCD tel que x, y, z égale AU1 plus BU2 plus CU3 plus DU4. Autrement dit, x, y, z est dans l'espace vectoriel engendré par U1, U2, U3, U4. Autrement dit, la famille U1, U2, U3, U4 est génératrice. J'espère que cet exemple et précédemment ce contre-exemple de famille génératrice auront été éclairants. Et si oui, je vous retrouve dans la vidéo suivante qui parlera de famille libre.